Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'entretien d'anticapitaliste. Aujourd'hui, nous recevons Clarisse. Bonjour Clarisse. Bonjour. Donc Clarisse, tu es infirmière depuis 5 ans, en exercice aujourd'hui à la PHP dans le 94. On tient juste à rappeler nos conditions d'enregistrement aujourd'hui. Nous sommes dans une salle ventilée avec les distances nécessaires pour respecter les gestes barrières parce que on est bien conscient de la situation. D'ailleurs, on va aborder cette thématique. Alors, d'abord, dans un premier temps, on nous annonce en ce moment environ 200 000 contaminations par jour. La question, c'était de savoir un peu comment ça se traduit pour vous directement à l'hôpital, quel est l'état de ton hôpital et puis du système de santé de manière générale, en fait. Du coup, actuellement, ça se traduit concrètement par le fait que, suite aux dernières vagues, effectivement, il y a de moins en moins de personnel, puisque les conditions de travail se sont détériorées. Et donc là, de nouveau, cette vague Covid va reposer sur les mêmes soignantes qui vont faire des heures supplémentaires. Ça implique aussi une déprogrammation de pas mal d'interventions pour pouvoir libérer aussi des personnels dans des unités Covid. Ça implique aussi qu'il n'y a pas de personnel dédié en unité Covid avec des patients qui sont a priori positifs au Covid, mais qu'il y a des soignants du coup, qui passent d'unité avec des patients infectés à des unités le lendemain, par exemple, parce qu'il y a un manque à une unité avec des patients qui ne sont pas Covid positifs. Donc ça renforce en fait la mise en danger des personnels et puis surtout des patients au quotidien. Oui, on n'est clairement pas dans une politique de santé publique de rompre les chaînes de contamination au sein même de l'hôpital, alors que c'est ce qu'on nous demande de faire à l'extérieur, la mise en danger directe des patients et des soignantes. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, vous, au niveau des personnels soignants et soignantes, parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a moins de monde encore que l'année dernière, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de démissions. Du coup, comment vous vivez ça, vous, au quotidien? Du coup, il y a un impact concret, matériel ça fait plus de charge de travail pour les personnes qui restent. Et il y a aussi un impact psychologique d'avoir l'impression d'être abandonné. Et on estime en fait aujourd'hui, par exemple, qu'il y a 20% des lits qui sont fermés faute de personnel. Donc en fait, c'est un cercle vicieux il y a des fermetures de lits qui sont faites arbitrairement par le gouvernement. Donc les 5700 lits là, en 2020 qui ont été fermés par le gouvernement. Mais il y a aussi du coup un effet d'entraînement parce que pour les personnes qui restent à travailler dans ces conditions, c'est de plus en plus dur. Donc il y a des départs de plus en plus massifs et pas de recrutement. Oui, c'est ça. Et en dehors du recrutement, si par exemple le gouvernement, parce que ça fait à peu près 2 ans, mais même avant ça, hein, qu'on réclame du fric pour l'hôpital public, de l'argent pour les soignants, si le salaire était plus attractif, est-ce qu'on pourrait récupérer des soignantes qui ont démissionné, par exemple? C'est un vrai sujet, en fait, le salaire. C'est un des enjeux, mais je pense qu'il y a aussi en fait, plus globalement une perte de sens dans ce que font les soignantes. Je pense que même là, les quelques mesures du Ségur qui sont passées, de rajouter 100 € par-ci par-là, c'est pas suffisant pour convaincre les soignantes de rester à l'heure actuelle au vu du délitement et de la casse de l'hôpital qui est en marche là. Oui, c'est l'explosion totale. Merci pour ce témoignage. Pour revenir un petit peu sur la situation du variant, aujourd'hui, donc, on a l'impression que le gouvernement communique beaucoup sur cette 6e vague avec le variant Omicron, qui en fait serait éventuellement une opportunité d'immunité collective. Véran, je crois, très récemment disait que ce serait la dernière vague, assez hallucinant quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, les patients et les patientes qui sont hospitalisés ne sont pas des variants Delta encore, parce que j'ai l'impression qu'en fait, les hospitalisations Omicron ne sont pas encore arrivées. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur la situation, s'il te plaît? Oui, on constate en tout cas à l'hôpital que la vague Delta n'est pas du tout terminée. On ne sait même pas si on est arrivé au plateau, ce qu'on appelle le plateau des contaminés. Et parallèlement, il y a aussi une augmentation des cas Omicron.
Et du coup, c'est un petit peu, je pense, une façon d'évacuer effectivement pour le gouvernement ses responsabilités face à des mesures concrètes qui pourraient être mises en place pour protéger la population, pour tirer des leçons des vagues précédentes, ce qui n'est pas du tout le cas. Même au contraire, là, il y a une mise en danger qui est renforcée des gens. On a vu que là, il y a le paiement du passage aux urgences qui va être, qui va passer pour les gens. Donc ça va être 20 € s'il n'y a pas d'hospitalisation. Mais en même temps, comme il n'y a pas de médecine de ville en amont et qu'il n'y a pas de lit d'hospitalisation en aval, on demande aux gens de prendre le risque, par exemple, de s'auto-évaluer. Ils vont attendre en fait d'être dans un état catastrophique avant de faire appel au système de soins. Oui, il y a une vraie mise en danger des patientes. Là, il y a aussi le travail des soignants qui sont positifs, qui devient la norme. Maintenant, on peut travailler en étant positif si on est asymptomatique. Oui, justement, on voulait revenir là-dessus avec toi. Par exemple, pendant la période de fête, on a vu que beaucoup de soignantes et soignants ont dû annuler leurs vacances et se rendre disponibles. Ça s'est passé comment à l'hôpital pour vous? Ça s'est fait dans la précipitation, du coup, puisqu'on a laissé circuler le virus comme d'habitude. Et puis, plus comme il n'y a pas la levée des brevets sur les vaccins, du coup, oui, on va y revenir. Ça favorise l'émergence des différents variants. Mais du coup, au dernier moment, voilà, c'est de la proposition, de l'incitation, voire des fois quasiment de l'obligation de devoir faire des heures supplémentaires. Parce qu'en fait, c'est encore une fois, on nous responsabilise individuellement de si vous ne venez pas et que vous ne pouvez pas venir travailler, il n'y aura personne, vous n'allez pas laisser les patients comme ça. Ouais. Il faut que quelqu'un vienne et on n'a pas recruté. Donc c'est vous qui doublez vos heures ou il n'y aura personne. Oui, bon, en fait, le gouvernement suit sa ligne depuis le début, que ce soit avec le personnel soignant ou avec la population, de responsabiliser de manière individuelle. D'accord. Oui. Et en fait, du coup, le fait de vous obliger et de vous faire culpabiliser sur le fait d'être présent à l'hôpital, en fait, c'est clairement ça. Comment ça se traduit dans la possibilité d'organiser des mobilisations et de se réunir pour les syndicats et tout? Ça a un impact direct? Oui, parce que du coup, tous les personnels sont un peu complètement pris dans des choses matérielles du travail, en fait. Et aussi, je pense, assez épuisé de donner toute sa force pour les patients. Et donc, il n'y a plus assez de temps disponible et d'énergie pour pouvoir créer un mouvement d'ampleur, de mobilisation des soignants. Oui, c'est compliqué de s'organiser. Pour revenir sur la levée des brevets, là, la France est devenue présidente de la Commission européenne. Est-ce que ce ne serait pas un levier possible d'exercer une pression sur le gouvernement pour pouvoir se positionner sur une levée des brevets ? Si, surtout en avançant des arguments sanitaires, parce que là on voit bien que toutes les mesures du coup qui sont énoncées récemment n'ont pas de motivation de protection des gens. C'est que des mesures ridicules il faut porter le masque dans la rue, il faut pas faire de grands moments de rassemblement. Et en fait, le vrai levier pour protéger la population, c'est de lever les brevets sur les vaccins. Oui, surtout quand on sait que, par exemple, là, le dernier variant qui vient d'Afrique du Sud, c'est un endroit qui est en totale mesure de produire le vaccin et qui ne peut pas le faire à cause juste de la propriété autour du vaccin lui-même. Pour revenir du coup sur les mobilisations, la dernière mobilisation en date, c'était le 4 décembre. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de cette mobilisation? Je pense que c'est nuancé parce que c'est toujours un peu dynamisant pour les soignants de se retrouver et de manifester les revendications qu'on peut avoir. Mais comme c'est peut-être pas assez organisé en amont, collectivement et sur le long terme, il y a aussi un aspect où ça peut être aussi décourageant de pas se sentir dans un mouvement plus d'ampleur porté par différentes organisations et avec peut-être une démarche autre que certes il faut demander au gouvernement et responsabiliser le gouvernement face à ce qui doit être fait, mais aussi peut-être
d'être sur quelque chose de plus de l'auto-organisation, en fait, Mm. des soignantes. Et du coup, je crois que la prochaine mobilisation nationale, ça va être le 11 janvier. Ça se dessine comment? Bah, pour l'instant, très mal, puisque bah ouais, là, on est en plein dans une vague où les soignants sont très, très mobilisés à l'hôpital. Donc, c'est compliqué de, parallèlement à ça, arriver à trouver du temps pour s'organiser, se mobiliser dans la rue. Ouais, c'est compliqué. Il y a des jonctions qui se font avec d'autres secteurs? Bah, je pense qu'il faudrait, ouais, surtout par exemple le social. Je sais Ouais. qu'il y a eu comment dirais-je, des mobilisations récemment. Mais il faudrait qu'on arrive à faire ça. Même il y a eu récemment, par exemple, les sages-femmes qui ont fait grève. Il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à ce que tout le médico-social porte des revendications communes Ouais, pour ça. avoir un rapport de force beaucoup plus à notre avantage. Du coup, dans ce contexte de tension hospitalière, est-ce que tu peux nous expliquer les conséquences directes aussi sur les patients non Covid et des déprogrammations? Bah, du coup, ouais, ça entraîne effectivement des déprogrammations d'interventions qui étaient prévues, par exemple, et une perte de chance et des pronostics qui s'aggravent pour toute personne, qu'elle soit atteinte du Covid ou non. Et en fait, ça potentiellement sur un temps plus moyen ou un temps plus long, ça va amener des gens à être dans des situations de plus en plus, avec un pronostic vital de plus en plus engagé, alors que justement du fait du manque de lits et de personnel, etc., il y a le tri qui aussi s'accentue. Donc on va mener des gens de plus en plus à être dans un état de santé aigu et avec leur pronostic vital engagé. Et en même temps, quand ils vont arriver avec cette situation-là, ils vont peut-être potentiellement être face à des médecins qui vont devoir trier entre les différents Effectuer patients. un tri, ouais. Ouais. Oui, donc Ça renforce la mise en danger de toutes les personnes, et notamment toutes les personnes qui sont par exemple immunodéprimées, qui ne peuvent pas malheureusement être couvertes par la vaccination, des personnes greffées, des personnes qui ont besoin de dialyse. Ça, c'est des personnes qui sont à risque constamment. Donc si on ne met pas en place des choses collectives pour protéger ces gens-là qui sont vulnérabilisés par leur pathologie, on ne pourra pas les aider, quoi. oui, donc ça fait quand même deux situations entre les urgences où les gens doivent un peu s'auto-évaluer pour ne pas avoir à payer ce ticket de 20 euros, plus la prise en charge retardée parce que, à cause des conditions actuelles, il y a une vraie mise en danger en fait, de la population par le gouvernement. C'est la répétition, du coup, parce qu'il y a des gens qui ont vécu ça à la première, deuxième, troisième, à chaque fois on leur décale. En fait, leur état de santé se dégrade pendant tout ce temps-là. Oui, et donc ils atteignent un seuil beaucoup plus critique quand ils sont pris en charge, et parfois c'est trop tard malheureusement. Après, on voulait savoir aussi au niveau des tests. Bon là, le gouvernement a décidé de ne plus rembourser les tests PCR. Du coup, ça pose question parce que de fait, ça renvoie les gens à faire des tests antigéniques, mais vu l'afflux dans les pharmacies, beaucoup de gens s'autotestent. On sait qu'il y a beaucoup de faux négatifs avec les autotests, mais par ailleurs, ça ne permet pas le séquençage. Donc, d'où sortent ces chiffres de pourcentage de variants Omicron, Delta? Qu'est-ce qu'on en sait vraiment? Du coup, ça mène à un sous-diagnostic global du Covid, en fait, et à une incertitude sur les différents variants qui peut, du coup, et le gouvernement s'en sert potentiellement pour un petit peu alléger la situation en disant de toute façon on pourra peut-être arriver à une immunisation collective avec Omicron qui ne fait pas de forme grave, du coup finalement si vous l'avez, c'est un peu comme si vous vous vaccinez, vous allez avoir des anticorps et puis vous allez être protégé. Parce que déjà sur le nombre de gens qui sont potentiellement touchés, c'est pas sûr qu'on ne se retrouve pas avec le même nombre de personnes qui sont dans un état grave, vu la proportion de gens atteints. Même s'il y a beaucoup de gens asymptomatiques, on prend quand même le risque pour un certain nombre que ça fasse des formes graves, voire jusqu'au décès. Donc oui, c'est une stratégie pour évacuer la responsabilité et puis pour enjoliver ce qui se passe en disant voilà, c'est pas si grave, les gens ne sont pas en danger. C'est ça. Ça minimise beaucoup et puis il y a quelque chose, j'ai l'impression, dont on ne parle pas du tout. Alors certes, les formes sont peut-être moins sévères avec le variant Omicron, mais on ne parle pas du tout des séquelles, on ne parle pas des Covid longs. Je sais qu'il y a
un mois de ça, on était à 1 million de cas de personnes concernées par le Covid long. Qu'est-ce qu'on sait à peu près de ça en ce moment? Bah, pas grand-chose, mais en tout cas, oui, il y a aussi un risque permanent avec ça. Déjà, il y a une banalisation, je pense, du fait, par exemple, de passer en réanimation, alors que c'est quand même passer en réanimation, c'est être entre la vie et la mort. Oui, il y a une banalisation du passage en réanimation, par exemple. C'est pas une hospitalisation classique, donc on ne peut pas dire c'est pas grave, les gens iront en réanimation et puis après ils vont se remettre, et puis comme si effectivement il n'y avait pas de séquelles au long cours. On prend le risque actuellement qu'il y ait des gens, oui, certes, qui vont peut-être pas aller jusqu'à avoir besoin d'oxygène, faire une détresse respiratoire aiguë, mais en fait, on peut avoir des années de séquelles sur n'importe quels aspects, d'ailleurs, que ce soit somatique ou psychologique. Oui. Ben justement, cognitif, quoi. Des gens qui ont des troubles de la mémoire au long cours, enfin voilà, des choses. Ah ben oui, oui, il y a un bon nombre de symptômes post-Covid qui restent très très longtemps. L'asthénie notamment, et puis tout ce qui est brouillard cérébral, parce qu'on sait finalement que ça génère des troubles neurologiques, musculaires, articulaires, et que ça se loge dans les organes vitaux, les poumons, le cœur, le cerveau. Donc il y a vraiment une minimisation à ce niveau-là. Après, en termes de santé mentale, il y a aussi quelque chose qui nous interroge. C'est là, on voit que des personnes hospitalisées, pas pour le Covid, on voit leurs visites complètement annulées pour certains hôpitaux, ou alors réduites à une visite par jour, 1 heure. C'est cruel. Bah, comme ça va avec la volonté de non-préparation globale, c'est-à-dire que c'est comme les lits éphémères. C'est-à-dire on fait comme s'il ne se passait rien, et du coup, précédemment, il y avait les visites qui étaient autorisées, puis d'un coup, c'est catastrophique. Donc là, on ferme tout, les gens n'ont plus de visites, et on sait que ça a un impact sur le pronostic des maladies pour les gens, en fait, d'avoir ou pas un soutien psychologique et une présence. On sait que les gens se promettent moins s'ils ne sont pas soutenus par un entourage. Ça a des implications fortes dans la vie des gens. Ça peut avoir des impacts jusqu'à entraîner le décès pour des gens qui pourraient éventuellement s'en sortir finalement. Surtout des gens justement qui ont des pathologies d'ordre cognitif ou psychologique, psychiatrique. Et en termes d'hospitalisation de jour, par exemple en addictologie, il y a des services complètement fermés, alors qu'un suivi addicto en hospi de jour pour des sevrages, par exemple, ça fonctionne très très bien. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur la suite ? Ça participe également à la dégradation de l'état de santé des gens, mais en fait on a très bien vu justement que toutes ces structures de jour, que ce soit d'addicto ou autres, même de rééducation orthopédique, etc., tout ça, ça a fermé parce qu'il y a tellement pas de moyens mis dans la santé que quel est le dernier service qu'on va faire ? C'est la réanimation, parce que là c'est des enjeux de vie et de mort immédiate, alors que ça on considère que ça n'a pas de valeur, quoi. C'est-à-dire que tant que les gens ne sont pas... et j'ai l'impression que c'est vraiment le message du gouvernement de plus en plus, c'est-à-dire que les urgences, ça devient les urgences vitales, la santé, ça devient la santé avec des enjeux immédiats de vie et de mort. La santé, en fait, c'est pas ça. La santé globale des gens, c'est pas juste on a un pouls et on respire. C'est quand même quelque chose de plus... De beaucoup plus complet. Plus riche que ça. On ne peut pas baisser notre niveau d'exigence à juste dire... on est en vie, super. Oui, puis c'est pas comme si on n'était pas dans un contexte avec des données scientifiques et des soignants qui étaient capables de gérer tout ça. On a des moyens humains qui sont certes pas suffisants en termes d'effectifs, mais en termes de compétences, oui. Donc c'est vraiment dommageable. Oui, donc on est dans un moment où les conditions... d'existence se dégrade de plus en plus, donc ce qui mène en plus les gens à être de plus en plus malades, notamment les gens qui sont déjà les plus précaires. Et une fois qu'ils sont malades, on leur dit soit vous payez, soit vous n'avez pas de place, vous n'avez pas de lit. Il faudra attendre, monsieur, madame, d'être
à l'article de la mort, quoi. Voilà, entre la vie et la mort, Ouais. ça se résume à ça. Donc on est vraiment dans une logique du faire passer les profits, gérer la santé et l'hôpital comme un commerce, entre guillemets, et la santé passe en dernier plan. Aucune mesure de politique de santé publique avec du aller vers. Est-ce qu'il existe des... on a vu quand même que dans la lutte contre le VIH, qu'il y a une pandémie, il y a certains leviers qu'on pourrait utiliser, et ce n'est pas du tout le cas. Quelque chose qui nous a beaucoup aidé dans la lutte contre le VIH sont les groupes de patients experts. Est-ce que ça existe pour le Covid ? Pas à ma connaissance, mais effectivement, il y a aussi ça peut-être un problème de remise en question du côté aussi médical, pour le coup, là, d'arriver à comment dirais-je, à pas se croire les seuls experts de la situation, en fait. C'est ça. Surtout dans un virus qui a émergé récemment. Est-ce qu'on ne peut pas aussi se reposer sur ce qu'on pourrait appeler un peu des pères aidants, quoi, des personnes C'est ça, les pères aidants. qui ont elles-mêmes vécu ces symptômes-là que les médecins, a priori, n'ont pas forcément expérimenté. Il faudrait aussi, effectivement, se reposer sur des gens qui ont leur propre vécu de la situation. Ouais. Oui, impliquer les patients et patientes, et puis la population. Aujourd'hui, les décisions sont prises en conseil de défense dans un nombre très réduit de personnes de l'exécutif. Est-ce que c'est représentatif de comment on pourrait impliquer la population à ça ? Bah là, pour le moment, il y a une volonté de dissimuler, je pense justement parce qu'il y a des motivations qui sont justement pas de l'ordre de protéger la santé des gens, mais qui sont d'ordre économique, quoi. C'est ça. Donc oui, je pense que si les gens étaient un peu plus impliqués dans la prise de décision, bah, ça arrangerait pas trop ceux qui nous gouvernent, parce qu'on n'aurait pas trop les mêmes intérêts. C'est ça, ouais. Bah, merci beaucoup de t'être rendu disponible sur ton temps de repos parce qu'il doit être précieux en ce moment. On adresse tout notre soutien aussi à tous les personnels soignants et puis on se tient au courant pour la suite et force à vous. Et merci.